Cette semaine, il y a un peu de tout dans le ciel, Troy Atlas qui dévoile plus précisément son âge, Saturne qui se montre sous un nouveau visage, un vieux sujet très sensible qui rebondit encore côté OVNI, Amazon qui avance en silence mais de plus en plus vite, l'Europe qui prépare 2 missions très intelligentes, une galaxie qui surchauffe, un nouveau lanceur qui commence à faire parler de lui avant même son premier vol, un télescope géant presque prêt à partir, et même un changement de règle qui pourrait faire gagner un temps fou aux Américains. Bref, aujourd'hui on a encore de quoi faire, tous les voyants sont au vert, décollage. Cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Salut les terriens, c'est Quentin, bienvenue sur le Journal de l'Espace, l'émission qui fait le tour de l'actualité spatiale chaque vendredi où je peux compter sur vous et votre fidélité depuis de nombreuses années, sans oublier la fidélité de mon partenaire Surfshark qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. Alors Surfshark c'est un VPN, un réseau privé virtuel, ça vous permet d'utiliser vos données personnelles sur internet en toute sécurité, sans que les grandes sociétés ou les cybercriminels puissent espionner vos activités en ligne, en créant une sorte de tunnel opaque où toutes vos informations peuvent transiter protégées et à l'abri des regards indiscrets. Avec ça déjà vous aurez beaucoup moins de publicité grâce aux bloqueurs de pubs intégrés, et elles seront aussi beaucoup moins ciblées. Si vous êtes en déplacement connecté sur un Wi-Fi public, le terrain de chasse préféré des pirates, eh bien Surfshark protège votre connexion très facilement en chiffrant toutes vos données. Un simple clic suffit pour être protégé et ça sur absolument tous vos appareils avec un seul compte. Et enfin avec Surfshark vous allez aussi pouvoir garder votre liberté numérique dans des zones où internet est restreint et pouvoir débloquer tous les contenus qui ne sont pas accessibles où vous vous trouvez, ou encore bénéficier de meilleurs tarifs lorsque vous achetez un billet d'avion, réservez un hôtel ou prenez un abonnement en faisant croire que vous connectez depuis un autre pays que celui dans lequel vous vous trouvez réellement, pays qui bénéficiera d'un prix moins élevé pour le même service, ça marche très bien. Démarrez votre essai gratuit de 7 jours et débloquez 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN en allant sur surfshark.com/espace ou utilisez le code ESPACE lors de votre commande, c'est à vous de jouer maintenant. Allez les terriens, on passe à l'actu, je vous souhaite une très bonne vidéo. Bon les terriens, il y a une nouvelle info sur Troy Atlas qui mérite vraiment qu'on s'y arrête parce qu'elle peut changer complètement la façon dont on regarde ce drôle d'objet venu de très loin. Une étude encore en cours d'évaluation suggère que ce gros caillou interstellaire pourrait s'être formé il y a 10 à 12 milliards d'années, donc bien avant notre propre système solaire. Si cela se confirme, on aurait peut-être sous les yeux l'un des objets les plus anciens jamais observés par l'humanité. Alors attention, je préfère être très clair, ce n'est pas encore une vérité gravée dans le marbre, pour l'instant on parle d'une pré-publication scientifique, donc d'un résultat sérieux mais pas encore définitivement validé par la relecture complète de la communauté. Ce que les chercheurs ont analysé, ce sont surtout des signatures isotopiques mesurées avec James Webb, notamment dans le carbone et dans l'eau de la comète. Ce sont des indices qui indiqueraient que Troy Atlas s'est formé dans un environnement très ancien, très froid et chimiquement différent de celui qui a vu naître la plupart des objets de notre système solaire. Troy Atlas ne serait donc plus seulement un visiteur venu d'un autre système stellaire, il pourrait aussi être une sorte de capsule temporelle, un fragment presque intact de la jeune Voie lactée. Et si cette hypothèse tient bon, alors cet objet n'aura pas seulement traversé notre système solaire, elle nous aura apporté un morceau très ancien de l'histoire de la galaxie, un vrai cadeau du ciel pour les astrophysiciens. Ah, Saturne, la planète aux anneaux. On croit tous la connaître et pourtant elle trouve encore le moyen de nous surprendre. Cette semaine, la NASA a publié ce qu'elle présente comme la vue la plus complète de Saturne à ce jour, en combinant les observations du télescope Hubble et de James Webb. Et franchement, les terriens se retrouvent avec 2 regards différents sur la même planète, c'est une sacrée prouesse et un concours de circonstances assez incroyable. Je vous rappelle que Hubble observe en lumière visible, donc lui il nous montre Saturne avec ses couleurs, ses bandes nuageuses, ses contrastes, bref, la planète telle qu'on pourrait la voir de nos propres yeux. James Webb en revanche, lui, travaille dans l'infrarouge, et là je trouve que ça devient beaucoup plus intéressant, parce que là on ne voit plus seulement l'apparence de Saturne, mais on commence à distinguer d'autres couches de son atmosphère, d'autres structures, d'autres détails qui sont invisibles en lumière classique. Bref, Hubble nous montre le visage de Saturne, et Webb nous en montre un peu les coulisses, et quand on croise les deux, eh bien on comprend mieux la structure des nuages, la distribution des brumes, certains détails des anneaux, et même la dynamique de la haute atmosphère. Alors ok, c'est beau, mais c'est surtout très instructif pour les scientifiques. Bref, même Saturne, qu'on croit familière, continue de nous montrer qu'on est encore loin d'en avoir fait complètement le tour.
Et revoilà les UAP, cet acronyme américain qui signe nos bons vieux objets volants non identifiés, les OVNI. Cette fois, ce qui m'intéresse n'est pas une énième vidéo floue ou un témoignage sorti de nulle part, c'est le fait que l'AARO, le bureau américain chargé d'examiner les phénomènes aériens ou anormaux non identifiés, vient de sortir un document dont la question de base m'a paru importante: comment traiter sérieusement les récits d'observation. Et dit comme ça, c'est sûr que ça peut sembler un peu sec, mais en réalité c'est peut-être là que se trouve le vrai nœud du problème, parce qu'on parle toujours du sujet UAP comme s'il manquait avant tout la preuve ultime, alors qu'en fait il manque aussi quelque chose de beaucoup plus basique finalement, des données propres, des témoignages structurés, des descriptions comparables. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une énorme partie des signalements sont racontés de manière très variable, avec des niveaux de précision très différents, et c'est bien ça le problème, il est extrêmement difficile de les analyser sérieusement. Désormais, place au sérieux et à la méthodologie, il faut mieux normaliser les récits, mieux structurer les métadonnées, mieux relier les bases de données et rendre l'ensemble enfin exploitable à grande échelle. Sauf que là évidemment, la quantité de données devient démentielle, il faudrait des centaines voire des milliers de personnes pour analyser tout ça. Et encore, est-ce que c'est vraiment faisable ? C'est là que l'intelligence artificielle entre en scène, non pas pour essayer de trouver ce que sont vraiment ces phénomènes, mais pour aider à trier, classer, regrouper et repérer des points communs. Alors attention, je le redis clairement, il n'y a rien dans ce texte qui prouve l'existence de technologies aliens, de rétro-ingénierie ou de contact avec une civilisation venue de l'espace. En revanche, il montre enfin que le sujet se déplace un peu vers quelque chose de plus rigoureux, méthodique, voire scientifique, et à mon avis, si un jour quelque chose de solide doit vraiment sortir de ce dossier, ce sera beaucoup plus par la méthode que par le buzz. Pendant qu'on parle sans arrêt de Starlink et de la domination de SpaceX sur l'orbite basse, Amazon continue d'avancer, plus discrètement peut-être, mais très concrètement. La semaine dernière, une Atlas 5 de United Launch Alliance a décollé avec succès pour la mission Amazon Leo 5, avec à son bord une nouvelle série de satellites Kuiper. Kuiper, je vous le rappelle rapidement, c'est la réponse d'Amazon à Starlink, une immense constellation de satellites en orbite basse, destinée à fournir un accès internet haut débit un peu partout sur la planète, notamment dans les zones mal desservies. À terme, on parle de plus de 3000 satellites, donc d'un projet colossal. La différence avec SpaceX, c'est qu'Amazon n'a pas encore sa propre fusée capable d'enchaîner les tirs à très haute cadence, et donc l'entreprise doit s'appuyer sur plusieurs partenaires comme ULA ou encore Arianespace avec Ariane 6. Ce que je retiens ici, c'est qu'Amazon commence réellement à remplir le ciel, et dans ce genre de bataille industrielle, il y a toujours un moment où un projet cesse d'être une promesse pour redevenir une vraie infrastructure en construction. Et cette étape, eh bien, on y est maintenant. Évidemment, il y a aussi l'autre phase du sujet qui fait moins sourire, c'est encore plus de satellites, donc encore plus de pression sur l'orbite basse, sur l'astronomie, sur la gestion du trafic spatial, sans oublier l'impact environnemental. Où s'arrêtera donc la folie des méga-constellations pour avoir internet à haut débit partout dans le monde ? Cette semaine, l'Europe a lancé une mission scientifique qui sort du lot et que je trouve vraiment intéressante parce qu'elle va regarder de plus près un phénomène dont on parle souvent sans jamais vraiment le voir, la manière dont la Terre se protège du dangereux vent solaire. Cette mission, c'est SMILE pour Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer, et derrière ce nom un peu technique se cache une idée ma foi plutôt élégante, observer la magnétosphère terrestre en rayons X. Alors oui, dit comme ça peut vous sembler étrange, et pourtant le principe est assez simple. Quand certaines particules du vent solaire interagissent avec des atomes neutres autour de la Terre, ça produit un faible rayonnement X. Et c'est ce rayonnement qui permet justement de rendre visible une partie de l'affrontement entre le Soleil et notre bouclier magnétique. Jusqu'ici, beaucoup de missions ont étudié la magnétosphère, mais plutôt localement. SMILE, lui, va prendre du recul. Le but, c'est d'observer l'ensemble du système pour comprendre comment la magnétosphère réagit lorsqu'une perturbation solaire arrive. Alors vous allez me dire que c'est encore une étude scientifique de plus, c'est vrai, mais là ce n'est pas un petit sujet parce qu'à force de dépendre des satellites, des communications, des réseaux et de la navigation, mieux comprendre la météo spatiale, ça devient indispensable. Que serait notre monde sans tous ces systèmes si une tempête solaire de grande importance s'abattait sur Terre ? En fait, grâce à SMILE, on va peut-être pouvoir bâtir une stratégie plus efficace pour préserver nos fragiles systèmes de communication. Cette mission doit donc décoller sur Vega C depuis Kourou pour rejoindre une orbite très elliptique qui lui permettra d'observer longtemps la réponse de la Terre. Ces instruments suivront à la fois la magnétosphère et les aurores. Avec SMILE, on va enfin pouvoir regarder notre bouclier naturel travailler sous un autre point de vue.
Encore un sujet très important, même s'il est resté discret dans les médias traditionnels, il s'agit de la mission Céleste, un démonstrateur de navigation satellitaire en orbite basse, dont les premiers satellites ont été mis en orbite récemment. Alors bon, présenté comme ça, ce n'est pas le sujet le plus spectaculaire du monde, mais sur le fond vous allez voir qu'il est franchement stratégique. Aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais nos systèmes de navigation, comme le Galileo européen ou le GPS américain, reposent principalement sur des satellites en orbite moyenne. Ça fonctionne très bien, mais il existe aussi des limites, notamment en matière de robustesse du signal, de brouillage ou de résilience globale. L'idée de Céleste, c'est donc d'ajouter une couche complémentaire en orbite basse avec des satellites plus proches de la Terre capables de renforcer le système existant. Alors attention, il ne s'agit pas de remplacer Galileo, mais de le compléter, car soyons clairs, la navigation satellitaire ne sert pas seulement à guider un téléphone ou une voiture, mais elle synchronise aussi des réseaux, des systèmes industriels, des activités aériennes, maritimes et militaires. En bref, c'est une infrastructure devenue essentielle à nos sociétés. Et franchement, dans le contexte actuel, avec la montée des interférences et des brouillages, je trouve que cette logique a beaucoup de sens. Ce n'est peut-être pas le sujet le plus visuel, mais il raconte quelque chose de très concret. L'Europe cherche à rendre ses systèmes critiques un peu plus solides, et dans le milieu spatial, ça compte énormément. Rocket Lab, vous connaissez? Rappelez-vous, c'est une entreprise néo-zélandaise spatiale privée fondée en 2026, spécialisée au départ dans les petits lancements de satellites, avec Electron, son petit lanceur très fiable, capable d'envoyer de petites charges utiles en orbite. Mais avec Neutron, le nouveau projet de Rocket Lab annoncé il y a quelques années, on n'est plus dans la même cour. Cette fois, on parle d'un lanceur plus gros, réutilisable et pensé pour des missions beaucoup plus ambitieuses. Mais Neutron n'a même pas encore volé qu'il commence déjà à entrer dans le radar des missions stratégiques américaine. Rocket Lab vient en fait d'annoncer que le lanceur avait été retenu dans le programme NSSL Lane 1 de l'US Space Force. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout est gagné, car forcément le premier vol reste l'étape décisive, mais ça veut dire que le projet est pris très au sérieux. Techniquement, Neutron doit pouvoir emporter jusqu'à 13 tonnes en orbite basse dans certaines configurations, avec une architecture pensée pour la réutilisation et la cadence. Rocket Lab mise aussi sur une récupération plus poussée du véhicule avec sa fameuse coiffe intégrée qu'on surnomme dans le milieu Hungry Hippo. Derrière cette news, il faut aussi y voir la volonté américaine de diversifier ses fournisseurs de lancement. Et oui, n'oubliez pas que les États-Unis ne veulent pas dépendre de seulement 2 ou 3 gros acteurs qui sont actuellement ULA, SpaceX et Blue Origin. Ce que veut la NASA, c'est de la redondance, de la souplesse, plus de concurrence et plus de capacité industrielle. Et dans ce tout nouveau contexte, Neutron arrive pile au bon moment. Évidemment, dans le spatial, rien n'existe vraiment avant le vol, mais Rocket Lab a déjà prouvé avec Electron qu'elle savait construire, lancer et tenir une cadence. Donc si Neutron réussit, l'entreprise changera clairement de catégorie, et là le paysage américain pourrait devenir encore plus intéressant. Bon, je vous l'accorde, présenté comme ça, la réforme Part 450 de la FAA n'a pas exactement le glamour d'un lancement lunaire ou d'un trou noir géant. Et pourtant, derrière ce nom franchement peu vendeur, se cache un changement très important pour comprendre pourquoi le spatial américain accélère autant. Depuis le 17 mars 2026, toutes les licences de lancement et de rentrée atmosphérique passent désormais sous un cadre unique, le fameux Part 450. Dit autrement, la FAA a simplifié une partie de son système réglementaire pour mieux l'adapter au rythme actuel du New Space, et ça ce n'est pas un petit détail. Jusqu'ici les opérateurs devaient souvent jongler avec plusieurs cadres différents, avec des procédures plus lourdes, parfois répétitives, et pas toujours bien adaptées à une industrie qui veut aujourd'hui lancer souvent, changer de configuration, utiliser plusieurs sites, et enchaîner les missions plus rapidement. Mais forcément si la réglementation reste pensée pour une autre époque, elle finit aussi par freiner tout le monde. C'est précisément ce que cette réforme cherche à corriger. Avec Part 450, l'idée est d'avoir une règle unique, plus souple, davantage centrée sur les objectifs de sécurité à atteindre que sur une longue liste de procédures figées. Bref, on garde la sécurité, mais on allège une partie de la mécanique administrative. Très concrètement, cela permet dans certains cas d'utiliser une seule licence pour plusieurs profils de mission, plusieurs configurations de véhicules, voire plusieurs sites. Et pour un secteur qui veut gagner en cadence, ça change beaucoup de choses, car aujourd'hui la bataille spatiale se joue aussi dans les règles du jeu, et quand ces règles changent, toute l'industrie peut aller beaucoup plus vite derrière.
Bon, on parle beaucoup d'Artemis en ce moment et c'est un peu normal, mais une autre grande mission se prépare, celle du télescope spatial Nancy Grace Roman, qui vient de réussir ses grands tests environnementaux avant son départ vers la Floride. Alors quand je parle de tests environnementaux, je ne parle pas d'une petite formalité, lors de ces essais on secoue littéralement le télescope, on le soumet à des vibrations, à un vacarme extrême, à des contraintes électriques, bref à tout ce qu'il devra encaisser lors du lancement. Et ça pour un télescope spatial c'est un moment critique parce que c'est une machine extrêmement sensible qui doit d'abord survivre à l'environnement brutal d'un décollage avant de rejoindre le calme du vide spatial. Comme je vous le disais, Roman a passé avec succès ses différentes épreuves et ça c'est un très bon signe, ça veut dire que sa structure, son électronique et ses systèmes principaux ont bien tenu le choc. Bien sûr, il reste encore quelques étapes avant le départ définitif vers le Kennedy Space Center, mais on sent clairement qu'on est entré dans la dernière ligne droite pour un télescope moins médiatisé que James Webb, mais tout aussi important. Son champ de vision sera beaucoup plus large que celui d'Hubble, ça va lui permettre de cartographier de grandes zones du ciel, d'étudier certaines exoplanètes et de travailler sur de très grandes questions de cosmologie, notamment l'énergie sombre, une très grande énigme du 21e siècle. Bon les terriens, là on attaque un sujet vraiment bizarre et pour tout vous dire un poil inquiétant. Des chercheurs pensent qu'il existerait une sorte de vide dans la famille des trous noirs. En gros on en trouve des petits, on en trouve de très gros, mais entre les deux, dans une certaine gamme de masse, ils semblent beaucoup plus rares que prévu. On parle ici de trous noirs entre environ 44 et 116 fois la masse du Soleil. En fait c'est comme s'il manquait une catégorie entière de trous noirs. Alors attention, ça ne veut pas dire que ces trous noirs sont impossibles à obtenir, ils peuvent par exemple se former si deux trous noirs plus petits entrent en collision et fusionnent, mais ce que les chercheurs essaient de comprendre ici, c'est autre chose. Pourquoi une très grosse étoile, en mourant, semble avoir du mal à fabriquer directement un trou noir de cette taille intermédiaire? Et là forcément, on se demande ce qui bloque. En fait, tout se joue au moment où les étoiles les plus massives arrivent à la fin de leur vie. Et là, on ne parle pas d'étoiles un peu grosses, on parle de véritables monstres, des astres qui brûlent leur carburant à une vitesse folle et qui terminent leur existence dans une violence absolument incroyable. Dans certains cas extrêmes, leur cœur devient tellement instable que tout l'équilibre interne s'effondre brutalement. L'étoile ne se contente plus d'exploser, elle se détruit presque entièrement, pas de reliques, pas d'étoiles à neutrons, pas de trous noirs, plus rien. Et c'est justement ça que je trouve très intéressant ici, parce qu'on commence à comprendre la mort des étoiles les plus monstrueuses, non pas en regardant ce qu'elles laissent derrière elles, mais en regardant ce qu'elles ne laissent pas. Dit autrement, on lit une partie de l'histoire de l'univers dans une absence, dans un vide qui, pour moi, est un peu troublant, comme si certaines étoiles disparaissaient en effaçant presque toutes leurs traces. Bon, en théorie, ces trous noirs devraient être là, mais dans les observations, ils semblent manquer à l'appel. Donc maintenant, toute la question est de savoir si ce vide est bien réel, ou si l'univers nous cache encore une partie de l'histoire. Et si c'est bien réel, alors ça veut dire qu'il va falloir revoir plus finement encore la façon dont meurent les étoiles les plus massives. Encore un rappel que nous sommes loin, très loin d'avoir tout compris à cette machine ultra complexe qu'on appelle l'univers. Merci d'avoir suivi l'actualité spatiale sur le journal de l'espace et merci au sponsor Surfshark de soutenir l'émission d'aujourd'hui. Vous retrouverez tous les détails de l'offre promo dans la description. Surtout les terriens, partagez bien cette vidéo sur vos différents réseaux sociaux, c'est ce qui nous aide le plus. Et n'oubliez pas, comme d'hab, le pouce de YouTube. On se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao les terriens.